La séance est ouverte. Mes chers collègues, par lettre en date du 10 juin 2026, Madame Muriel Jourda, présidente de la Commission des lois, a demandé au Sénat de conférer à sa commission, pour une durée n'excédant pas 6 mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête afin de mener une mission d'information consacrée au pilotage de la politique pénale et à la prévention de ces dysfonctionnements. Notamment ses modalités de définition et de validation, les moyens engagés pour assurer son suivi, son appropriation par les parquets généraux et les services enquêteurs, la place réservée à l'écoute des victimes et les conditions d'exercice par le ministre de la Justice de son pouvoir disciplinaire à l'encontre des magistrats du parquet. Aucune opposition dans le délai prévu par l'article 22 ter du règlement ne s'étant manifestée, cette demande est considérée comme adoptée. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi rejeté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Le gouvernement vous présente aujourd'hui le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes pour l'année 2025. Dresse le constat des comptes publics et de l'État pour l'année antérieure à celle qui nous occupe. C'est évidemment un texte technique qui devrait d'ailleurs recevoir l'assentiment de tous dans la mesure où il n'appelle pas des décisions nouvelles, mais il dresse un état des lieux de nos comptes publics à la fin de l'année 2025. C'est pourtant un exercice qui a beaucoup de sens, qui avait été demandé par les fondateurs de la LOLF, de la loi organique, dans une logique de chaînage vertueux. On ne peut pas aborder sereinement les débats budgétaires de l'automne et leur préparation s'ils ne s'est pas mis d'accord au printemps concernant le point de départ, c'est-à-dire l'exécution de l'année précédente. Et je me permets d'être à cette tribune pour regretter de nouveau que lors des 4 dernières années, un consensus n'ait pas pu être trouvé au Parlement concernant les projets de loi sur les résultats de la gestion, puisqu'ils ont tous été rejetés. C'est un constat que je dresse avec regret parce que je crois qu'il fragilise notre débat parlementaire. Il est naturel et légitime de contester des décisions qui sont prises, de proposer des alternatives, des voies différentes. Il est en revanche étrange et si ce n'est baroque de déchirer une photographie, puisqu'il ne saurait y avoir de débat sans un examen méticuleux de l'état des lieux réalisé par nos administrations et nos services statistiques. Il n'est pas sain, du point de vue démocratique, que l'arrêt des comptes devienne un objet politique de querelle idéologique, car cela nuit à la clarté de nos débats et donc à l'intelligibilité de nos institutions. Néanmoins, au-delà de ces éléments généraux, je me permets ici de revenir sur les principaux résultats de la gestion 2025 devant votre Assemblée, car c'est bien cela qui est reflété par le texte qui vous est aujourd'hui présenté. Le principal constat de ce projet de loi est la nette amélioration du déficit public qui s'établit à 5,1% du produit intérieur brut en diminution de 0,7 points par rapport à 2024 où il s'était établi à 5,8%. Il n'y a pas de quoi se gargariser d'un déficit public à 5,1% du produit intérieur brut. Nous sommes profondément décalés par rapport aux autres pays européens. Nous avons devant nous des enjeux majeurs d'investissement dans l'avenir de notre pays. Vous avez eu des débats, mesdames et messieurs les sénateurs, récents concernant les investissements en matière de défense. Nous avons vu la semaine dernière les obligations en matière d'intelligence artificielle et d'autres. Et donc, évidemment, ne saurait être question ici d'un quelconque satisfecit. Il faut poursuivre ces efforts dans les années qui viennent. C'est la condition indispensable pour mettre notre pays à l'abri de tumultes financiers qui pourraient le frapper, dans un contexte d'ailleurs où les taux d'intérêt augmentent considérablement, puisqu'ils sont désormais 5 fois plus élevés qu'ils ne l'étaient il y a 4 ans. C'est une grande différence dans la période qui s'ouvre, taux d'intérêt qui augmente dans le monde entier, dans l'ensemble des pays développés, mais qui évidemment ne fait qu'accroître la charge de notre dette. Cette amélioration a relativisé donc, comme je l'ai dit,
ne saurait nous faire oublier que la dette publique continue de croître. Elle s'établit à 115,6% du produit intérieur brut à la fin de l'année 2025, en augmentation par rapport à 2024, où elle s'établissait à 112,6%. Concernant le solde budgétaire de l'État, il s'établit à moins 124,2 milliards d'euros. C'est 7,4 milliards d'euros de mieux que prévu en loi de finances de fin de gestion. Cet écart s'explique par deux éléments. D'abord, des recettes dynamiques, puisque les recettes fiscales nettes atteignent 356,4 milliards d'euros, soit 3,1 milliards de plus que prévu. Et ensuite, une maîtrise stricte de la dépense, puisque les dépenses du budget général de l'État et des prélèvements sur recettes ont été contenues à 502,9 milliards d'euros, soit 1 milliard d'euros en dessous de la loi de finances de fin de gestion. Ces résultats, qui ne doivent rien au hasard, nous appellent à une discipline poursuivie et une discipline accrue, notamment de pilotage en cours d'année. On a eu des débats, mesdames et messieurs les sénateurs, à la fois dans cette enceinte et au sein de votre commission des finances, autour des mesures de régulation que le gouvernement a été amené à prendre suite au déclenchement de la guerre dans le détroit d'Ormuz, mesures de gel, mesures d'annulation de crédit. Tout cela est indispensable car il faut pouvoir maintenant, quoi qu'il arrive, avoir le pilotage serré en cours d'exécution qui est celui que l'on doit à la fois à nos comptes publics et également aux engagements pris devant ce Parlement. Au-delà du solde budgétaire, le texte permet également d'apprécier la situation patrimoniale de l'État avec un résultat qui s'établit à moins 129,5 milliards d'euros en dégradation par rapport à 2024, principalement, et je l'évoquais, en raison de la hausse des charges, notamment financières, dans le contexte de remontée des taux. Par ailleurs, et je dois aussi au Parlement de le souligner, l'amélioration du déficit en 2025 tient en partie à des facteurs qui ne sont pas pérennes. On a eu une plus-value exceptionnelle sur certaines recettes, on a eu une charge de la dette temporairement inférieure aux provisions, et donc croire que parce que nous avons fait mieux que prévu en fin de gestion devrait nous amener à relâcher nos efforts ou nos attentions dans les mois et les années qui viennent, ce serait se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, puisque, je l'ai dit, les facteurs sont non pérennes qui expliquent ce passage de 5,4 à 5,1, en tout cas pour une partie d'entre eux, et cela appelle à une vigilance permanente. Le contenu de ce projet de loi est resserré avec seulement 12 articles, dont l'article liminaire. Il présente la situation des comptes publics et de l'État pour l'année 2025, en arrêtant le niveau des consommations de crédit, tant pour le budget général que pour le budget annexe et les comptes spéciaux. Il pallie aussi l'absence d'adoption des précédentes lois relatives aux résultats de la gestion pour garantir une présentation lisible de nos comptes. Le Haut Conseil des finances publiques maintient l'activation du mécanisme de correction prévu par l'article 62 de la LOLF, car cela résulte de l'écart hérité des années précédentes entre le solde structurel constaté et celui prévu par la loi de programmation des finances publiques. Malgré une année 2026 marquée par la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences en matière de prix de l'énergie, avec un impact forcément significatif sur nos finances publiques, nous nous devons de poursuivre nos efforts de tenue de la dépense publique avec, et je ne cesserai de le marteler, les trois principes qui doivent nous guider. Le premier, c'est que l'argent public est rare et qu'il est cher. Les taux d'intérêt sont 5 fois plus élevés qu'en 2022. La charge de la dette atteindra 78 milliards d'euros en 2026 pour l'ensemble des administrations publiques, dans le même moment où, en matière de défense, de transition énergétique, de cohésion sociale, les besoins d'investissement public vont croissant. Laisser filer le déficit, ce serait renoncer à notre capacité à agir demain. Deuxième principe central, mesures de soutien face à une crise doivent être ciblées, temporaires et financées. Car quand on a des crises qui tendent à se répéter chaque année ou presque, il faut refuser à tout prix la facilité de la dépense non financée. Et c'est la raison pour laquelle chaque euro supplémentaire dépensé en réponse à la crise pour soutenir les ménages ou les entreprises qui en ont le plus besoin doivent être compensés par des économies. Cela a été le cas jusqu'ici, mesdames et messieurs les sénateurs, comme j'ai eu l'occasion d'en rendre compte devant votre haute assemblée. Troisième principe, enfin, la transparence.
puisque dans un contexte d'incertitude marquée, incertitude géopolitique, incertitude macroéconomique, nous devons en temps réel pouvoir faire part de ce que nous savons et de ce que nous ne savons pas. Et ça a été également la logique en matière de recettes liées au prix du carburant, puisque tous les 10 jours depuis le début de la guerre dans le détroit d'Ormuz, nous avons rendu public les recettes liées à la hausse des prix des carburants, manière supplémentaire de montrer que, contrairement à ce qui avait été agité ici ou là et sur des bancs d'ailleurs assez divers, il n'y a évidemment pas de cagnotte liée à une explosion des prix de l'énergie que l'on importe. La transparence, c'est aussi le sens de la réduction de moitié des reports de crédit que j'ai décidé en début d'année et à la prise de mes fonctions pour revenir à des pratiques plus lisibles. C'est extrêmement important en termes, évidemment, de redevabilité devant le Parlement. Ces principes ont guidé notre gestion depuis le début de l'année 2026 et ils continueront évidemment à le faire. Donc, mesdames et messieurs les sénateurs, en adoptant ce texte ce soir, vous ne donneriez pas quitus à une politique, vous valideriez en revanche les comptes tels qu'ils ont été tenus par nos administrations publiques, tels qu'ils ont été arrêtés, et surtout, vous renforcerez le rôle central du Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-François Husson, rapporteur général de la Commission des Finances. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Président de la Commission, vous avez bien fait de venir aujourd'hui parce qu'une fois n'est pas coutume, nous allons discuter d'un projet de loi de finances qui recueille l'approbation de la Commission des Finances. Certes, ce n'est pas un projet de loi de finances initial, mais uniquement un projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, en l'occurrence ceux de l'année 2025. Mais il ne faut pas minimiser la proposition que la Commission formule d'adopter ce texte. Cela fait en effet, Monsieur le Ministre, 8 années que le Sénat rejette les projets de loi de règlement. 8 années en effet que le solde budgétaire de l'État a connu un point haut pourtant déjà, si j'ose la contradiction, déjà bien bas, puisque même en 2017, le déficit budgétaire de l'État dépassait, en euros de 2025, 80 milliards. Que s'est-il passé depuis 2017, Monsieur le Ministre ? Eh bien, depuis 2017, le déficit budgétaire de l'État s'est aggravé, d'abord relativement lentement jusqu'en 2019, puis de manière plus soutenue, je dirais même violente en 2020 avec la crise du Covid, et puis surtout, il ne s'est jamais vraiment relevé. Toutes les excuses y sont passées. Oui, mais c'est la crise. Oui, mais c'est le prix de l'énergie. Oui, mais c'est la sortie du Covid. Bon, je ne vais pas inviter oui, mais ça fait beaucoup. La vérité, c'est que la politique budgétaire, comme les autres politiques publiques, c'est d'abord de la politique, mes chers collègues. Pierre Mendès France disait « Gouverner, c'est choisir ». Il n'y a donc eu aucune fatalité dans la dégradation des comptes publics du pays. Le fait que la France ait suivi une trajectoire opposée à celle de ses partenaires européens en est la preuve évidente. Nos gouvernements successifs ont d'une certaine manière choisi d'en arriver là. Dans une démocratie que certains auraient qualifiée de normale, ce choix serait assumé, voire défendu, et non présenté comme une fatalité par ceux-là même qui ont exercé les responsabilités les plus hautes. Mais nous n'avons pas ce débat. Le point positif, c'est que cette absence de fatalité s'explique aussi pour construire un PLF 2027 de redressement de nos comptes, Monsieur le Ministre, et s'appliquera aussi pour ceux qui seront en responsabilité ensuite à l'issue de l'élection présidentielle de 2027. Je ne crois pas au point de non-retour. Je crois seulement qu'il nous faut des hommes et des femmes rigoureux, souciés de la santé financière et budgétaire de la France, et que ceux-là, alors, sauront redresser nos comptes. Longue introduction de mon propos qui vise à expliquer, pour la première fois depuis 8 ans, pourquoi, si le Sénat suit la Commission des finances, il adoptera le projet de loi sur la gestion 2025. Parce que, mes chers collègues, depuis 8 ans, c'est la première fois qu'un exercice budgétaire se traduit par un redressement aussi significatif de nos comptes publics. Et de la même manière que je ne crois pas à la fatalité de la dégradation des comptes qui aurait frappé spécifiquement notre beau pays,
quand les autres pays européens auraient échappé à la foudre, je ne crois pas que le début du rétablissement des comptes constaté en 2025 soit uniquement un heureux hasard. Je crois une fois encore qu'il est le fruit de décisions et d'une action politique. Il marque le succès à la fois de la feuille de route courageuse du gouvernement qui était alors conduit par Michel Barnier, également de notre commission mixte paritaire conclusive, ayant conduit, après une première loi spéciale exceptionnelle, à l'adoption tardive du projet de loi de finances pour 2025, et enfin, de l'exécution fermement tenue par le gouvernement de François Bayrou. Un chiffre, mes chers collègues. Le solde public en 2025 s'est amélioré, vous l'avez dit, monsieur le ministre, de 0,7 points de PIB. C'est une amélioration que la France n'avait jamais connue depuis 15 ans. Il faut remonter à 2011. C'est donc bien la preuve que c'est possible, que tout est possible. Et c'est exactement l'ampleur du rétablissement que prévoyait feu la loi de programmation des finances publiques. Dommage, monsieur le ministre, qu'elle n'ait pas été respectée avant. Et pourtant, la croissance réelle du PIB a été très modérée en 2025, de l'ordre de 0,8 points. Ce n'est donc pas le hasard d'une croissance économique très forte qui aurait permis le rétablissement des comptes, pas du tout. C'est, je le dis, la traduction d'une volonté politique. Et à l'heure où commence à s'établir le bilan du macronisme, il est aussi temps d'en finir avec l'utopie selon laquelle le redressement des comptes publics pourrait se faire par le dénominateur, c'est-à-dire par un regain de croissance. Cette politique a malheureusement été un échec. Elle revenait finalement à dire de la politique budgétaire qu'elle se ferait toute seule, que d'une certaine manière, le rétablissement se ferait un peu comme par magie. Je vous le répète, mes chers collègues, la politique budgétaire est une politique comme une autre, qui nécessite de regarder la réalité en face, de rendre des arbitrages en toute connaissance de cause et de les faire respecter. Alors, quelles ont été les décisions qui ont permis d'entamer le rétablissement de nos comptes publics ? D'abord, celle de contenir la hausse de la dépense publique, avec une hausse limitée à 2,5% en 2025. Elle était de 4% en 2024, de 3,7% en 2023. Pourtant, les contraintes étaient les mêmes qu'avant. La charge de la dette a fortement progressé, ainsi que les dépenses sociales, et en leur sein en particulier les pensions de retraite. Celles-ci comptent en effet pour près d'un tiers de la hausse des dépenses publiques en 2025. Eh bien, malgré cela, et grâce à une budgétisation stricte des missions budgétaires de l'État et à un fin pilotage en exécution, la dépense a été relativement contenue, en tout cas plus et donc mieux que les 2 années précédentes. Quelques chiffres. Sur le périmètre des dépenses de l'État, les dépenses ont augmenté de seulement 0,7% en valeur, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont diminué en volume de 0,3%. Il faut donc le saluer. De même, hors la revalorisation des pensions au 1er janvier, l'année 2025 a été marquée par une stabilité en volume de la masse salariale de l'État, ce qui est également unique au cours de la dernière décennie. Par ailleurs, je tiens à souligner que les dépenses des collectivités territoriales ont été remarquablement contenues en 2025, avec une hausse limitée à 1,5% en valeur. Autrement dit, corrigée de l'inflation, la hausse des dépenses n'a été que de 0,6%, alors même que nous étions à la veille des élections municipales. Qu'on se le dise, monsieur le ministre. Satisfaction donc au moment d'adopter la loi sur le résultat de la gestion 2025, mais, écoutez, monsieur le ministre, vous avez dû copier sur mon propos, une satisfaction qui n'est pas un quitus. Et je vais venir, moi je vais préciser pourquoi ce n'est pas un quitus. D'une part, le rétablissement des comptes publics vient pour une très large part, trop large je dirais même, de la hausse des recettes. Celles du budget général ont augmenté de 29,2 milliards d'euros. Comme pour les dépenses, cela n'est pas le fruit du hasard. Ou alors il faudra m'expliquer comment la surtaxe d'IS, qui a rapporté plus de 7 milliards d'euros, se serait retrouvée par hasard dans la loi de finances pour 2025. Surtout, l'amélioration du solde public en 2025 n'a pas empêché, une fois de plus, l'augmentation du ratio de dette publique. Cela fait désormais 3 ans, je dis bien 3 ans consécutifs, que ce ratio augmente chaque année de 3 points. Au total, et depuis 2019, le poids de la dette
dans la richesse nationale, excusez du peu, a augmenté 4 à 7 fois plus vite en France que chez nos partenaires européens. Voilà qui donne le vertige. Enfin, la charge de la dette a encore franchi une nouvelle étape en 2025, atteignant 65 milliards d'euros. Et les 100 milliards sont désormais, sans nul doute, seront certainement dépassés en 2029. Ce sont malheureusement autant de moyens publics qui ne peuvent et ne pourront pas, quel que soit le résultat des élections à venir, être consacrés aux grandes priorités de la nation. Défense, sécurité, climat, innovation, éducation, je ne vais pas toutes les énumérer. En conclusion, mes chers collègues, c'est parce que l'année 2025 marque une véritable amélioration des comptes publics, et en particulier de ceux de l'État, que la Commission des finances vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025. Toutefois, et vous l'aurez compris, cette approbation doit être comprise comme l'expression d'une exigence envers les gouvernements actuels et futurs, celle de poursuivre et d'amplifier le rétablissement des comptes publics. Je pense que le fatalisme en la matière n'existe pas. L'exécution du budget 2025 en est la preuve, le rétablissement des comptes publics de nos partenaires européens aussi. Et parce que les Français en ont marre d'être regardés comme de mauvais élèves, collectionnant les mauvaises notes, sachons au contraire nous inspirer de ces exemples positifs pour leur redonner espoir. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur général. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Et la parole est à monsieur Pierre Barros en faveur de cette motion. Messieurs les présidents, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, chers collègues, une loi d'approbation des comptes ne crée pas de droit, mais elle donne quitus. Quitus à une politique, à une méthode, à une certaine idée du pays. Ce quitus, notre groupe vous demande de le refuser. Et il vous le demande pour 3 raisons qui, ensemble, forment un tout. Tout d'abord, parce que ces comptes forment une négation du Parlement et donc de notre démocratie. Ensuite, parce qu'ils reposent sur un diagnostic économique toxique pour notre économie et pour la majorité des Françaises et des Français. Et pour terminer, parce qu'ils consacrent un choix de société que nous ne pouvons pas accepter. La première raison est donc démocratique. On nous répète en effet que le présidentialisme serait affaibli et que le président et son gouvernement seraient minoritaires et n'auraient plus les moyens de gouverner seuls après la dissolution et leurs 2 défaites électorales. Mais regardez ces comptes, le présidentialisme n'a pas disparu, il a survécu à son désaveu. Les exemples sont nombreux. En 2024, une année sans budget voté à l'Assemblée, un pays piloté par décret et par surgel. En 2025, un budget passé en force au 49.3, puis toute l'année, des crédits votés, effacés en cours de gestion, 30 milliards d'économies dans le budget initial, 3 milliards annulés au printemps, 10 milliards sabrés en fin de gestion, donc près de 7 milliards évaporés en cours de gestion. Voilà le bilan de votre pilotage, non pas dépenser mieux, mais dépenser moins, là où pourtant l'argent est plus qu'utile. La deuxième raison est économique. On nous vante un redressement, le déficit ramené à 5,1% du PIB, contre 5,4% anticipé et 5,8% en 2024, mais ce chiffre est un trompe-l'œil. Après 8 ans de politique de l'offre, c'est l'économie qui décroche. La consommation est à l'arrêt, la TVA collectée recule de 3 milliards, la consommation de produits frais a perdu près de 10% en volume depuis 2020, et la croissance de la consommation est tombée de 1% à 0,4% en un an. Ainsi, ce qui tient encore l'activité et tire la moitié de la croissance annuelle, c'est la dépense publique, celle-là même, pourtant, que vous rabotez. Vous amputez le seul moteur qui tourne, et donc au premier trimestre 2026, le PIB recule de 0,1 point. Et alors qu'il faudrait renforcer l'État, lui redonner le pouvoir d'agir et mieux coordonner son action avec les collectivités, vous transformez cette exigence en prétexte pour pointer du doigt les fonctionnaires et sabrer les politiques publiques. Par accumulation de mauvais budgets et de renoncements face à l'économie de la rente, vous faites entrer le pays dans une trajectoire de récession. On nous parle sans relâche du coût du travail, jamais du coût du capital. Pourtant, il existe dans ce pays un prélèvement qui ne dit pas son nom, le prélèvement facultatif du capital. En 2025, les seules entreprises du CAC 40 ont versé 107,5 milliards d'euros à leurs actionnaires, 72,8 milliards en dividendes et 34,8 milliards en rachat d'actions, un record absolu. Depuis 2017, ces versements ont bondi de 135%. À l'échelle de l'ensemble des sociétés non financières, l'INSEE recense plus de 500 milliards d'euros de revenus de la propriété versés chaque année.
Un rachat d'actions, vous le savez tous, c'est de la trésorerie détournée de l'investissement productif pour soutenir artificiellement le cours de bourse. Et que rapporte sa taxation? À peine 500 millions d'euros. Dans le même temps, votre surtaxe sur les sociétés, dont vous redoutez tant la prolongation, a rapporté 7,5 milliards d'euros, 14 fois moins que ce que seul le CAC 40 a distribué à ses actionnaires la même année. La croissance n'est donc pas étranglée par la dépense publique, elle est captée par les actionnaires. Et les conséquences sont désormais visibles dans l'appareil productif. En mars dernier, nous apprenions qu'en 2025, la France ne comptait plus que 9 ouvertures ou extensions de sites industriels contre 88 en 2024. Le solde net atteint désormais moins de 57 usines. Derrière ces chiffres, ce sont des investissements abandonnés, des emplois sacrifiés et des territoires fragilisés. Quand les profits sont massivement distribués plutôt qu'investis, quand la rente l'emporte sur la production, il ne faut pas s'étonner de voir l'industrie reculer et la croissance s'éteindre. Voilà le véritable coût du capital, et c'est le contribuable qui règle l'addition. D'où la troisième raison, la pénurie de recettes n'est pas une fatalité, c'est un choix, et c'est un choix politique. La Cour des comptes chiffre votre politique de l'offre depuis 8 années à 62 milliards en 2023 et à plus de 80 milliards en 2025. Lorsque vous avez fait mine de demander aux plus aisés un effort, le rendez-vous a été raté. La contribution différentielle sur les revenus devait rapporter 2 milliards. Elle en rapporte finalement que 388 millions, un cinquième, dissoute par l'optimisation et par des versements de dividendes opportunément avancés fin 2024. De plus, elle est particulièrement mal conçue. Elle frappe le revenu quand la richesse aujourd'hui se loge dans le patrimoine, dans le capital et dans les actifs. Vous avez prélevé trop peu et trop mal. Cet effort affiché de quelques-uns n'avait qu'une fonction, faire accepter la souffrance sociale infligée à tous les autres. Car il y a plus grave que les recettes perdues, la connaissance perdue. En transformant l'ISF en IFI, l'État n'a pas seulement renoncé à quelques milliards par an, il s'est ainsi rendu aveugle. Comme l'ont très justement rappelé le président et le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat dans leur rapport, la France ne sait plus qui sont ses riches. On ne mesure plus donc ce qu'on a renoncé à taxer. Dès lors, comment débattre honnêtement de la répartition de l'effort quand l'État lui-même ne sait plus dire qui détient quoi? La fortune des plus riches n'a jamais autant prospéré et nous avons choisi de ne plus la regarder. Alors, puisque les capitales ne payent pas, qui paye? La TVA d'abord, le premier impôt de France, le plus injuste, celui que l'aide-soignante s'acquitte au même taux que le milliardaire. Et encore, près de la moitié de la TVA payée par les ménages ne finance plus le budget de l'État, elle a été transférée à la sécurité sociale et aux collectivités territoriales. À la sécurité sociale d'abord, qui voit ses recettes fragilisées par la multiplication des exonérations de cotisations, aux collectivités ensuite, qui, depuis le premier quinquennat du président de la République, perdent à grands pas leur autonomie fiscale, avec notamment la suppression de la taxe d'habitation, de la CVAE, les rendent toujours plus dépendantes de l'État. La TVA sociale, qu'on nous présente comme étant un projet déjà là, ce sont les ménages qui, à chaque passage en caisse, financent les allègements consentis au capital. Qui paie encore? Les collectivités. On reconnaît aujourd'hui sur tous les bancs qu'elles ont été vertueuses en 2025, dépenses de fonctionnement sous l'inflation, investissements en chute, 12,7% dans les départements, près de 6 milliards de dépenses locales non engagées, une part de votre redressement, entre parenthèses. Vous la devez aux écoles non rénovées, aux investissements ajournés. La période de canicule nous le rappelle cruellement. Et comme les en remercions-on par le DILICO, qui a été prélevé 1 milliard sur les collectivités en 2025 et qui est réintroduit pour 740 millions en 2026. Mes chers collègues, j'en reviens à la question démocratique, car ce texte ne valide pas seulement une mauvaise année, il nous demande de nous déjuger. Ces articles 7 à 10 affectent le bilan de l'État, les résultats des exercices 21 à 24, les comptes de 4 lois que le Parlement a à chaque fois refusé d'approuver. Les adopter aujourd'hui effacerait ces 4 votes. Enfin, donner quitus sur 2025, ce serait valider par avance la matrice du budget de 2027. Même renoncements fiscaux, même pression sur la dépense utile, même effort transféré sur les collectivités et sur le plus grand nombre, à cela près que la dépense militaire, plus 36 milliards d'euros sur 4 ans, viendrait gréver d'autant les dépenses de l'État sur d'autres missions. Ce choix d'austérité, nous l'avons dénoncé et nous continuerons à le refuser. Je vous remercie.
Merci, chers collègues. Il n'y a pas d'orateur contre la motion, donc je vais demander l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Alors je veux déjà, bon, évidemment, mais ça ne surprendra personne, c'est un avis défavorable. Je disais que je pensais que le ministre avait puisé quelques mots sur l'avis que je voulais rendre. C'est un peu le cas également de notre collègue le sénateur Barros. J'ai bien expliqué, donc j'ai anticipé sa question sur son intervention sur le fait de donner quitus. J'ai argumenté, donc je vais pas renouveler cette argumentation, mais je pense aussi et surtout, c'est un peu contradictoire pour une fois avec votre souhait de débattre. Là, en l'occurrence, il est toujours préférable de débattre des arguments des uns et des autres. D'ailleurs, les 10 minutes vous ont été à cet égard bien utiles. L'Assemblée partage ou non, je n'ai pas le sentiment qu'elle va s'exprimer majoritairement pour partager vos arguments, mais en tous les cas, sur le débat, je crois que c'est important. Et puis, je veux quand même rappeler qu'il s'est quand même passé en 2025, et je n'ai pas encensé toutes les mesures, notamment les mesures d'augmentation de la fiscalité qui ont permis d'obtenir ce résultat en très nette amélioration, mais enfin, il a commencé à être mis fin aux dérives budgétaires. C'est du jamais vu. J'entends certains ministres ou anciens ministres commencer à refaire un tour de chauffe pour expliquer ce qu'il faut faire pour redresser le pays. Ceux-là même qui ont plongé le pays dans une abîme budgétaire. Il serait bien inspiré, ceux-là, de faire preuve d'un peu de modestie, en tous les cas, d'éviter d'agiter l'épouvantail et de provoquer les Français. Et puis, comment dirais-je, il y a quand même un sujet qui me préoccupe dans ce que vous avez évoqué, Monsieur le ministre, parce que je pense qu'il est bon de, comment dirais-je, que la stabilité des finances et des comptes publics soit finalement remise aujourd'hui en perspective. Et le pouvoir exécutif serait donc bien inspiré de tenir compte de l'avis que rend le Sénat aujourd'hui. Je ne comprendrai pas que la proposition qui est faite au nom d'une partie non significative de notre Assemblée ne soit pas suivie alors qu'elle est le fruit de décisions proposées par le même pouvoir exécutif qui fait néanmoins preuve d'un peu de fragilité, parce qu'en moins de 24 mois, il y a eu beaucoup de ministres de l'économie, des finances et des comptes publics. On est, là encore, c'est un peu la tête à l'envers par rapport à ce besoin de stabilité qui permet d'avoir une ligne de conduite. C'est, de mon point de vue, bien regrettable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Compte défavorable. Très bien. Y a-t-il des explications de vote? Monsieur Savoldelli. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues. Je comprends que le rapporteur général ait apporté un commentaire sur la motion que présentait mon collègue Pierre Barros. Pourquoi? Parce que vous avez suscité le commentaire, monsieur le ministre, parce que votre formule, on ne donne pas quitus à une politique en votant ce texte, je viens de l'entendre. Vous savez peut-être même mieux que moi ce que veut dire un quitus. Un quitus, c'est libératoire. C'est-à-dire qu'on vous décharge des responsabilités. Mais ce n'est pas un texte technique. Hein. Il y a de la technicité, mais il y a du politique. Donc, peut-être, oui, sauf qu'il y a une différence sur le rapporteur général. C'est que vous vous appelez à voter, c'est-à-dire faire un quitus sans quitus. Oui, c'est comme ça demande quand même une petite gymnastique intellectuelle, politiquement, qui n'est pas forcément compris par l'ensemble des Français et des Françaises. Mais excusez de vous dire ça, c'est un peu du en même temps, sur le rapporteur général. Le quitus sans le quitus. Et après, pourquoi on ne peut pas vous décharger de responsabilité? Il n'y a rien de personnel, c'est politique, hein, bien évidemment. C'est ce qu'a dit mon collègue Pierre Barros. Il n'y a pas qu'une année exceptionnelle pour les comptes de l'État. 107 milliards quand même de rachats de dividendes au CAC 40 et un retour en recettes des prélèvements obligatoires en deçà de ce que vous aviez prévu. Donc ça mérite un peu plus que seulement
certes, débattent, mais il y a un moment, il faut faire un choix politique. Ça ne peut pas être le quitus sans le quitus. Merci. Merci, chers collègues. Je consulte le Sénat sur la motion tendant à opposer la question préalable, qui a reçu donc 2 avis défavorables. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du texte en discussion. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Le scrutin est ouvert. 342 votants, 261 exprimés, pour 18, contre 243. La motion n'est pas adoptée. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Marc Laménie pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui le projet de loi de règlement du budget de la Nation et d'approbation des comptes pour l'année écoulée 2025. 2 budgets importants, et tout à l'heure, ce sera le budget de la sécurité sociale. Donc 2 masses financières particulièrement importantes, et je tiens à souligner le travail des collègues au sein des commissions et l'ensemble des services. Rappelons tout d'abord que le contexte économique actuel mondial et national est particulièrement fragilisé. Fragilisé car depuis 2023, les difficultés systémiques se sont accumulées avec un ralentissement de la croissance mondiale causé notamment par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Le contexte économique est fragilisé aussi au sein même de notre pays. Depuis plusieurs décennies maintenant, une logique de dépenses publiques et sociales toujours plus importante, mais jamais financée, nous a amenés là où nous en sommes. Retraite à 60 ans, les 35 heures, tertiarisation de l'économie, fin des politiques familiales, les erreurs, certes, furent nombreuses. En plus de creuser la dette, cela a été rappelé par le rapporteur général, ces dépenses ont été partiellement financées par des hausses d'impôts sur les entreprises et les ménages, faisant de notre pays le champion des prélèvements obligatoires de toute l'OCDE. Le résultat est donc un déficit public évalué à 5,1% du PIB pour l'exercice 2025. C'est un écart de 1,4 point de pourcentage du PIB entre le déficit que nous avons connu et celui que nous aurions dû avoir si nous avions respecté la loi de programmation des finances publiques pour la période 2023-2027. Pour autant, reconnaître les difficultés ne doit pas nous empêcher de constater les efforts réalisés. En effet, l'année 2025 marque un début de redressement par rapport à l'exercice précédent. Vous l'avez rappelé également, Monsieur le Ministre. Le montant net des recettes, déjà, on examine toujours en loi de finances les recettes du budget, 318,7 milliards en 2025 contre 289,5 milliards en 2024, soit plus 29,2 milliards d'amélioration, donc une importante augmentation. Ces résultats demeurent insuffisants pour retrouver une trajectoire pleinement satisfaisante, mais ils témoignent d'un effort réel de maîtrise budgétaire et d'une volonté de corriger les déséquilibres observés ces dernières années. Les dépenses de l'État, exécution 2025, s'élèvent à 441,2 milliards contre, en 2024, 443,4 milliards. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais une légère amélioration, réduction des dépenses. Réduction de 31 milliards concernant le déficit budgétaire, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, moins 124 milliards en 2025 et c'était moins 155 milliards en 2024 au niveau du déficit budgétaire. Au-delà des chiffres globaux, nous souhaitons également souligner les choix stratégiques opérés dans la répartition des crédits. Malgré un ralentissement certes timide de la dépense publique, les crédits de la mission défense, et à ce titre, toutes les missions sont... Il y a eu un travail considérable par chaque ministère, par chaque mission. La mission défense poursuivent leur croissance
conformément aux dispositions de la loi de programmation. Dans le contexte international que nous connaissons, marqué par le retour de conflits de haute intensité et par des menaces croissantes pour la sécurité de notre pays, cet effort budgétaire est non seulement justifié, mais indispensable. Au-delà, après des décennies d'erreurs stratégiques concernant notre défense, marquées par les prétendus dividendes de la paix et le livre blanc de 2008, la France redonne enfin à ses armées les moyens dont elle a besoin. Mes chers collègues, vous le savez, mon groupe défend dans cet hémicycle une concentration de l'effort budgétaire sur les politiques publiques qui préparent un avenir meilleur pour nos enfants et qui correspondent aux responsabilités fondamentales de l'État. Si nous saluons les résultats de l'exercice budgétaire concernant les missions régaliennes de l'État, premier poste, c'est l'éducation nationale, mais aussi un montant important de la charge de la dette, les missions de défense, et aussi toutes les actions en faveur des collectivités territoriales et l'ensemble des missions importantes de l'État, et les budgets qui préparent l'avenir, l'enseignement scolaire, l'écologie, nous regrettons que des économies sur d'autres postes de l'État n'aient pas eu lieu. Aussi, si les résultats de l'année 2025 ne sauraient être considérés comme satisfaisants, ils témoignent néanmoins d'une amélioration par rapport à l'exercice précédent. Enfin, le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui vise à approuver, c'est-à-dire à certifier les comptes de l'année 2025. L'exécution budgétaire, globalement ayant été fidèle à la loi de finances initiale pour 2025 que le Parlement a votée, le groupe Les Indépendants votera en faveur du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes pour l'année 2025. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Mme Christine Lavarde pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, pendant que le gouvernement se félicite d'avoir tenu son objectif de déficit pour 2025, un autre bilan, beaucoup moins qu'augmenté, mérite pourtant l'attention. Dans son rapport sur les comptes de l'État, la Cour des comptes décrit une situation patrimoniale qui continue de se dégrader, un exercice budgétaire toujours plus contraint par des dépenses rigides et une trajectoire des finances publiques dont la crédibilité s'effrite progressivement, provoquant même un début d'érosion de la confiance des marchés. En résumé, à mesure que le temps passe, les réformes structurelles sont repoussées, les marges de manœuvre se réduisent et le respect de la trajectoire budgétaire européenne, que la France s'est fixée elle-même, paraît chaque année un peu moins réaliste. Alors la LOLF fêtera cet été ses 25 ans. Elle a introduit 3 comptabilités pour l'État, la comptabilité budgétaire, celle du PLF, la comptabilité nationale, celle dont nous avons discuté au mois d'avril, et enfin la comptabilité générale, qui permet de mesurer l'enrichissement ou l'appauvrissement patrimonial de l'État. Et si en 2025, c'est vrai, le déficit s'est amélioré en comptabilité budgétaire, il s'est dégradé en comptabilité générale. Ce constat factuel est une raison supplémentaire de nuancer la satisfaction du gouvernement et de réaffirmer que l'effort budgétaire consenti n'est pas à la hauteur. Le solde en comptabilité générale s'est en effet dégradé en 2025 de près de 7 milliards pour atteindre moins 129,5 milliards. Le montant et la nature de nos dépenses posent problème. L'augmentation plus rapide du passif que celui de l'actif révèle que nous finançons par la dette du fonctionnement et des transferts sociaux plutôt que de l'investissement. En effet, au cours de l'exercice 2025, l'activité courante, le fonctionnement et les dépenses d'intervention a induit un besoin de trésorerie d'un peu plus de 103 milliards d'euros. Les besoins nets liés aux investissements, eux, un besoin de seulement 21 milliards d'euros. Alors ce triste constat était déjà dénoncé par Michel Pébreau dans son rapport homonyme de 2005. Et cette pratique, qui est très décriée par les particuliers, ce serait du crédit à la consommation, qui est interdite pour les collectivités locales, ne semble poser absolument aucun problème lorsqu'il s'agit de l'État. Donc, si l'objectif de déficit a été respecté, d'aucuns oseront même dire qu'il a été surpassé, c'est grâce à la variable d'ajustement de la fiscalité, utilisée dès la construction du PLF, et à l'ajustement continu en gestion, avec du gel puis des annulations de crédit à hauteur de 12,7 milliards. Résumons-le, osons dire que c'est de la tuyauterie. La baisse du déficit au cours de l'exécution 2025 est trompeuse. Elle repose uniquement sur une hausse des recettes supérieure à celle des dépenses. Par ailleurs,
La baisse des dépenses nettes de l'État n'est pas la résultante de réformes de fond ou d'économies pérennes, mais uniquement la conséquence de la fin programmée de mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire ou encore de certains dispositifs comme l'aide à l'embauche des apprentis les plus qualifiés ou l'accompagnement de BPI France ou enfin la mission Investir pour la France de 2030. Dit autrement, la dépense publique n'a pas été réduite, on a seulement attendu que les dépenses de crise s'éteignent d'elles-mêmes. Alors, ayons le courage de reconnaître que les dépenses publiques suivent, elles, une dynamique haussière. 3 missions augmentent significativement, la défense, l'éducation nationale et la charge de la dette. Pour la défense, on ne peut pas parler de dérapage, c'est la conséquence logique de la fin des dividendes de la paix. Une dynamique attendue donc, et qui se poursuivra avec la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Avec la baisse inexorable du nombre d'élèves, et du fait de nos démographies, on pourrait s'attendre en 2025 comme en 2026 à une baisse du budget de la mission. Ce n'est pas le cas. Et c'est notamment dû au fait des engagements que prend l'État vis-à-vis des retraites. Enfin, pour ce qui concerne la charge de la dette, sa charge s'est alourdie de 1,5 milliard en 2025. Et comme on le sait déjà, l'année 2026 ne s'annonce pas meilleure, puisque lors du comité d'alerte du 21 avril dernier, Monsieur le Ministre, vous avez annoncé revoir le montant de la charge à hauteur de 3,6 milliards. En 2025, la dette aura battu plusieurs mauvais records. Son encours a atteint un pic inédit en fin d'année. Le taux moyen d'émission des OAT est passé de 1,70% en 2022 à 3,12% en 2025. Un nouveau pic d'émission de dette à moyen et long terme à hauteur de 300 milliards. Alors, si nos taux sur les titres de court terme ont baissé, nous le devons à la politique d'assouplissement mise en place par la Banque centrale européenne. Pour décrire cette dynamique préoccupante de divergence des courbes entre les taux à court et à long terme, la Cour des comptes indique qu'elle peut être le signe d'une érosion de la confiance des marchés financiers dans la capacité de la France à respecter sa trajectoire pluriannuelle de finances publiques. Alors, dit autrement, nous ne pourrons pas continuer plus longtemps à contenir le déficit en rabotant, gelant, puis annulant des crédits. Il va nous falloir proposer autre chose. Selon l'analyse de la Cour des comptes, 79,6% du total des dépenses nettes du budget général seraient désormais des dépenses rigides. Elles ne peuvent pas être remises en cause sans une réforme structurelle. Les restes à payer augmentent continuellement cette année, même si le rapporteur général l'a souligné, en 2025, il y a une très significative amélioration. Et donc, chaque exercice budgétaire est un peu plus contraint que le précédent. Le budget, dit autrement, devient de moins en moins un instrument de choix politique et de plus en plus un mécanisme de gestion d'obligations héritées. Le rapport de la Commission européenne sur le programme de réforme présenté en avril est très sévère. J'avais raillé à cette même tribune les 0,06% d'économies présentées sur le périmètre de la sécurité sociale par l'optimisation des prescriptions de pansements. La Commission est beaucoup plus cinglante. Quel que soit le sujet, la France est un mauvais élève. Progression du chômage qui pourrait atteindre 8,3% en 2026, dépassant la moyenne européenne. Taux d'épargne élevé des ménages qui freine la consommation et illustre la peur de l'avenir. 36 départements désormais sous 75% du PIB par habitant de la moyenne de l'Union européenne, contre seulement 2 il y a 20 ans. Fuite des cerveaux qui s'accélère avec 15 000 départs de diplômés. Part des publications de la recherche française dans le top 10 mondial, passée sous la moyenne européenne. Et la Commission de s'inquiéter de la fin du plan France 2030, l'écosystème de valorisation de la recherche restant fragmenté et redondant. PME qui souffrent des retards de paiement des administrations publiques, 28% en France contre 16% en moyenne dans l'Union européenne. Taux de chômage des jeunes de 19,7% contre 15,2% dans l'Union européenne. Taux de pauvreté des enfants qui touche 27,5% d'entre eux contre 24,3% dans l'Union européenne. Et enfin, la France hors de trajectoire de ses objectifs climatiques à 2030. Les surcapacités électriques engendrant des prix négatifs. La raréfaction de l'eau présentant un risque économique croissant avec près d'un quart du PIB brut exposé au risque de pénurie, le tout avec un déficit annuel d'investissement dans les réseaux estimé à 4,6 milliards d'euros. Taux de recyclage des déchets municipaux très en deçà de la moyenne européenne. Alors, Monsieur le Ministre, tout ne vous incombe pas. Mais pour réaliser tous ces très bons résultats, nous avons la dépense publique la deuxième plus élevée de l'Union au pourcentage de notre PIB. Alors, ces résultats ne sont pas une fatalité française. Ils sont le produit de choix politiques et tout ce qui procède d'un choix peut se corriger.
Il sera impossible pour l'État de respecter ses engagements européens et l'objectif de revenir sur 3% à l'horizon de 2029, à moins d'une rupture profonde. Cette rupture, pourtant, il me semblait qu'elle avait été voulue par le président de la République. Je vais le citer. En 2017, il nous disait « Nous n'avons pas devant nous 5 ans d'ajustement et de demi-mesure. Les Français ne sont pas animés par une curiosité patiente, mais par une exigence intransigeante. C'est la transformation profonde qu'ils attendent, qu'ils espèrent, qu'ils exigent. Ne la redoutons pas, embrassons-la, bien au contraire. » En 2020, nous ne sommes pas un pays qui se réforme comme les pays anglo-saxons, scandinaves ou l'Allemagne. Nous sommes un pays qui se transforme. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'en rugby, tout simplement, on aurait dit que l'essai n'a pas été transformé. Alors, il sera désormais de la responsabilité des candidats à l'élection présidentielle de présenter au suffrage des Français une consolidation budgétaire qui rime avec croissance et qui permette simultanément une augmentation de l'actif et une réduction du passif de l'État. L'exécution 2025, comme le budget 2026, montre que la consolidation n'est pas l'affaire d'un gouvernement qui s'en va. Elle devra nécessairement être de celle de ceux qui demandent à gouverner. La Commission européenne recommande aux dirigeants français de rééquilibrer la pression fiscale, qui, avec ses 44,3%, dépasse très largement la moyenne européenne. Rééquilibrer cette pression vers des taxes à la consommation et des taxes environnementales pour arrêter de pénaliser le travail sur lequel repose 51,5% de nos recettes fiscales. À tous ceux qui pensent, plutôt de ce côté, que taxer ceux qui travaillent permettra de combler notre déficit structurel, la Commission relève toujours dans le même rapport que la taxation jointe des couples décourage la participation au marché du travail des seconds apporteurs, ou encore que le poids fiscal crée des trappes à bas salaire. Alors nous faisons reposer plus de la moitié de nos recettes fiscales sur le travail et nous nous étonnons ensuite qu'il décourage l'emploi. Ce n'est pas une fatalité, c'est un choix fiscal. Alors, mes chers collègues, ce projet de loi, celui lequel nous débutons, n'est pas un exercice comptable. C'est un état des lieux, il est sans appel. Un déficit qui est présenté comme maîtrisé, mais qui repose en réalité sur une hausse des recettes fiscales et une extinction des dépenses de crise, avec un patrimoine qui se dégrade. Une dette à un niveau jamais atteint. Et 8 € de dépenses sur 10 déjà engagés avant même que nous en débattions. Alors l'exécution budgétaire a permis de tenir le chiffre d'un déficit à 5%. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains la votera. Je l'avais dit, la LFI 2025 était la moins mauvaise, à l'exception de toutes les autres, notamment car elle était issue d'une commission mixte paritaire conclusive. Alors, nous pourrons très certainement tenir un objectif chiffré, une année de plus, à coup de gel et d'annulation. Mais tenir un chiffre, c'est uniquement de la gestion. Redresser un pays, c'est du courage, ce n'est pas renoncer à un embryon de réforme dès qu'une minorité bruyante est dans la rue. Un État ne se juge pas au déficit qu'il annonce, mais au patrimoine qu'il transmet. À nous, collectivement, dès aujourd'hui, de cesser de transmettre des dettes pour commencer à transmettre des choix. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Stéphane Foissin pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi d'approbation des comptes de l'année 2025. En matière budgétaire, chacun le sait, les comptes doivent être bons, encore faut-il qu'ils racontent la bonne histoire. L'an dernier, dans cet hémicycle, je posais une simple question, les comptes publics de la France vont-ils mieux ? Cette interrogation demeure d'actualité. Pour y répondre, il faut d'abord rappeler dans quelles circonstances exceptionnelles s'est déroulé l'exercice 2025. La dissolution de juin 2024, puis la censure du gouvernement Barnier en décembre de la même année, ont plongé le pays dans une situation budgétaire inédite depuis 1980. Pour la première fois depuis plus de 40 ans, la loi de finances n'a pu être adoptée avant le 31 décembre. L'État a donc dû gérer une année entière dans un contexte institutionnel et politique particulièrement contraint. Malgré ces difficultés, les résultats enregistrés en 2025 traduisent une amélioration réelle, même si elle demeure fragile. Le déficit public recule ainsi de 5,8 à 5,1 du PIB. Les recettes nettes du budget général progressent fortement pour atteindre 356 milliards d'euros, soit près de 31 milliards d'euros de plus qu'en 2024. Ces résultats méritent d'être soulignés. Ils témoignent d'un effort de redressement qui n'allait pas de soi dans une année marquée par une croissance plus faible qu'espérée, 0,9% contre 1,35% anticipé.
et par une exécution budgétaire particulièrement complexe. Pour autant, il ne faut ni exagérer les progrès réalisés, ni ignorer les avertissements formulés par les institutions chargées d'évaluer nos finances publiques. Car si les comptes repassent progressivement dans le vert, ils ne sont pas encore sortis du rouge. Le Haut Conseil des finances publiques reconnaît ainsi la réduction du déficit, mais il souligne que cette amélioration repose essentiellement sur des mesures de prélèvements obligatoires supplémentaires, surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, hausse des cotisations sociales, réduction des allègements de charges ou encore extinction du bouclier tarifaire sur l'électricité. Il note également que les recettes ont finalement dépassé les prévisions, notamment grâce à un rendement exceptionnel de l'impôt sur les sociétés. Mais il rappelle surtout que la France s'écarte pour la deuxième année consécutive de la trajectoire fixée par la loi de programmation des finances publiques. Le constat de la Cour des comptes est tout aussi nuancé. Oui, le solde budgétaire de l'État s'améliore sensiblement. Mais près de la moitié de cette amélioration résulte de facteurs ponctuels qui ne pourront être reproduits chaque année. La disparition du programme d'amortissement de la dette Covid, des recettes fiscales plus dynamiques qu'attendues ou encore une charge de la dette inférieure aux prévisions initiales. En somme, la maîtrise de la dépense doit donc davantage reposer sur la sincérité et la rigueur de la construction budgétaire initiale. Ainsi, chers collègues, nous pouvons nous accorder sur le fait que ces comptes semblent avoir retrouvé le bon aiguillage, mais sont encore loin de la destination. C'est pourquoi ce débat ne doit pas seulement porter sur les résultats d'hier, il doit surtout nous interroger collectivement sur les moyens de retrouver une trajectoire durable de maîtrise de la dépense publique, la réduction du déficit et de préservation de notre souveraineté financière. Car en matière de finances publiques, l'essentiel n'est pas de gagner du temps, une année, c'est de tenir le cap dans la durée. C'est pourquoi, fidèle à sa ligne politique, le groupe RDPI votera en faveur de l'approbation de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est désormais à Monsieur Rémi Féraud pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général et chers collègues. Je crois que nous en sommes à la 5e année consécutive où le projet de loi censé approuver les comptes de l'État ne sera probablement pas adopté par le Parlement, signe certes d'une absence de majorité à l'Assemblée nationale, mais aussi, il faut le dire, d'une crise démocratique profonde. Alors certes, les précédentes lois de règlement puis d'approbation des comptes étaient davantage que cette année caractérisées par une forme d'insincérité politique et budgétaire, avec des volumes très importants de reports ou d'annulations de crédits, dont acte. Mais malgré une amélioration timide du déficit public, ce texte est pour nous, socialistes, l'aveu d'une mauvaise gestion des finances publiques, d'une incapacité des gouvernements successifs en 2025 à tenir les engagements pris, et puis d'une inégalité fiscale persistante aux conséquences ravageuses pour la cohésion sociale et territoriale de notre pays. Et si le déficit public s'établit, selon les chiffres annoncés, à moins 5,1% du PIB en 2025, c'est-à-dire une amélioration par rapport au déficit prévu dans la loi de finances initiale, chacun le sait, ce n'est pas le fruit d'une stratégie, mais d'un contexte macroéconomique un peu plus favorable, tant mieux, mais il s'est déjà retourné, et d'une augmentation des recettes sous l'effet d'un rattrapage, bien plus que d'un réarmement fiscal, comme avec la surcote pour les grandes entreprises de l'impôt sur les sociétés. Et disons-le aussi, cette baisse du déficit n'est pas en soi suffisante pour représenter un vrai redressement des finances publiques. Le Haut Conseil des finances publiques considère ainsi que le déficit reste à un niveau trop élevé pour permettre de stabiliser la dette publique. Elle a d'ailleurs continué de progresser pour atteindre 115,6 points de PIB. Derrière l'amélioration affichée, il n'y a donc pas encore de redressement durable, mais des mesures provisoires, des coups de rabot, des arbitrages budgétaires, trop souvent justifiés par une simple logique comptable dans l'urgence. Le pilotage serré, pour reprendre votre expression, Monsieur le Ministre, c'est toujours pour les dépenses, c'est-à-dire toujours au détriment des politiques publiques indispensables. Chaque annulation, chaque surgel en avril 2025, en septembre, puis en fin d'année,
C'est une politique publique retardée, c'est un dispositif qui patine, c'est une collectivité qui ne peut plus anticiper, c'est un opérateur de l'État en difficulté, c'est surtout, de manière générale, des services publics qui se dégradent inlassablement, et il en est de même en ce premier semestre 2026. Or, la responsabilité budgétaire, ça ne consiste pas, ou pas seulement, à chercher, à chaque occasion qui le nécessite, de nouvelles variables d'ajustement ou des économies sur les plus fragiles socialement, sur la transition écologique, sur les fonctionnaires, sur les retraités, sur les demandeurs d'emploi ou sur les collectivités locales. Et ce, alors que, en 2026, d'après l'INSEE, les Français verront leur pouvoir d'achat baisser et le chômage augmenter. Pour illustrer de manière concrète les politiques de rabot mises en œuvre par le gouvernement l'an dernier, on peut se pencher sur la mission écologie. Ce n'est pas incompréhensible en cette période de canicule. Eh bien, annulation d'une partie des contrats de location de voitures et locomotives du nouveau matériel roulant de nuit des trains d'équilibre du territoire pour plus de 276 millions d'euros, l'annulation des subventions pour charges de service public versées à l'établissement de sécurité ferroviaire, je parle pour les transports, je ne parle même pas du financement de la transition énergétique des bâtiments. Quant aux relations avec les collectivités territoriales, je tiens à mentionner l'annulation en 2025 de 46 millions d'euros ouverts au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. La même logique avec la dotation de soutien à l'investissement local, diminuée de 26,2 millions d'euros, ou aussi l'annulation pure et simple en avril dernier de 5 millions d'euros pour le fonds violence urbaine. Et ça continue en 2026 avec l'annulation récente de 61 millions d'euros en autorisation d'engagement et de 40 millions d'euros en crédit de paiement pour les dotations de l'État destinées à l'investissement local. Ce n'est pas anodin parce que cela s'ajoute à une série très longue de baisses de crédits qui ont déjà baissé de plus de 400 millions d'euros en autorisations d'engagement depuis le PLF 2025. Nous sommes loin des engagements verbaux pris, notamment ici au Sénat, vis-à-vis des collectivités locales. Car le budget 2025, il était déjà brutal pour les collectivités, qui ont amorti le choc en recourant davantage à l'emprunt et à l'autofinancement. Mais ça ne peut pas se faire éternellement d'année en année. Et beaucoup de collectivités ne pourront pas compenser à nouveau les coupes budgétaires en 2026. Rappelons quand même quels sont les leviers de l'investissement et de la croissance, et que l'État, chaque année, les empêche un peu plus d'exercer leurs responsabilités, y compris par des décisions budgétaires prises en cours d'année. Je veux enfin ajouter que l'ensemble des reculs, ils se sont faits de la part de votre gouvernement et du gouvernement précédent, tout en refusant de bouger sur la taxation des superprofits, notamment des compagnies pétrolières, et malgré des bénéfices records et des dividendes en hausse, tout en ayant un ministre de l'économie, Éric Lombard, qui, après son départ du gouvernement en octobre 2025, a révélé, comme le confirme le rapport récent de notre commission des finances, que ceux qui, dans notre pays, possèdent les plus hauts patrimoines ne contribuent pas comme ils le devraient en matière d'impôt sur le revenu. Que les reculs en matière de politique publique, ils se sont faits tout en laissant les dépenses fiscales coûter de plus en plus cher aux finances publiques, alors que leur efficacité est de plus en plus contestable et contestée, comme pour le crédit d'impôt recherche tel qu'il reste défini aujourd'hui. Vous comprendrez donc, Monsieur le ministre, que pour mon groupe politique, ce n'est pas seulement un texte technique, ce n'est pas seulement une photographie qu'il serait dommage de déchirer, et que contrairement à la majorité sénatoriale, il n'est pas possible pour les socialistes d'approuver les comptes de l'État pour 2025, tant ils illustrent l'impasse budgétaire de bientôt 10 ans de votre politique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Pascal Savoldelli pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaki.
Mes chers collègues, donc, approuver des comptes, est-ce que c'est approuver une politique? Vous avez essayé d'y répondre, monsieur le ministre. Moi, je dis un peu quand même. Hein, un peu plus lorsqu'il s'agit du dernier texte de ce type avant les élections présidentielles et législatives de 2027. Mais approuver des comptes, c'est surtout approuver une méthode. Et cette méthode, elle s'est distinguée par ce que je nomme à cette tribune depuis 2 ans la séparation de ce qui relève de la légalité et ce qui relève de la légitimité. Tout dans la construction du budget 2025 fut légal. Le 49.3 est dans la Constitution. Les décrets d'annulation sont prévus par la LOLF. La nomination d'un Premier ministre est une prérogative du président. Tout cela est légal. Mais rien de tout cela n'est légitime. Car la légitimité en démocratie ne naît pas de la procédure, elle naît du consentement. Et le consentement ici a été refusé 2 fois. Refusé en 2023 lorsque des millions de Françaises et de Français ont dit non à la réforme des retraites et qu'on leur a imposé sans vote par ce même 49.3. Refusé en 2024 lorsque le président a dissous l'Assemblée, perdu les élections, placé son camp en 3e position et a répondu à ce verdict en nommant un gouvernement battu qui n'a jamais soumis un seul budget au vote des députés. Voilà la matrice de ces comptes. Une crise démocratique ouverte par le mépris du mouvement social, puis approfondie par la négation du suffrage. Un budget décrété par 3 gouvernements battus, Attal, Barnier, Bayrou, et appliqué par 2, Bayrou, puis Lecornu. Donc légal, oui, légitime, non. Je veux néanmoins ancrer cette critique sur le terrain des choix budgétaires. 3 mouvements. D'abord, le tabou fiscal. Cette doctrine du « pas d'impôt nouveau », érigée en dogme depuis 2017, a certes été levée dans ce budget. Mais alors, dans quelles conditions, hein? Les quelques 10,7 milliards d'euros attendus à la contribution des plus aisés et des grandes entreprises se sont révélés décevants. 2,3 milliards manquent à l'appel. Il manque sur la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés des grands groupes, sur la taxe sur les rachats d'actions et surtout sur la contribution différentielle sur les hauts revenus. Comme l'a rappelé mon collègue Pierre Barros, le résultat a été écrit du fait de son assiette, mais ça vous le savez. Ensuite, un chiffre qui devrait tous nous alerter. Entre 2013 et 2025, ce que l'État rembourse a progressé de 83% quand ses recettes fiscales brutes n'augmentaient que de 33%. Simplement, ce qu'il rend croît 2 fois plus vite que ce qu'il perçoit. C'est quand même une alerte. Ces restitutions atteignent désormais 28% des recettes brutes. Plus d'un quart de l'impôt repart aussitôt. Alors on peut se dire vers qui? On peut se dire aussi que pour une large part, c'est quand même pour le capital. Et plus grave encore, ces restitutions, l'État est incapable de les prévoir. Sur la seule TVA, l'écart entre prévision et exécution atteint en moyenne 4 milliards d'euros, et cela depuis 2021. Enfin, j'en viens à la racine de tout cela. Depuis bientôt 10 ans, une antienne tient un lieu de politique économique. La France souffrirait d'un excès de prélèvements obligatoires. Trop d'impôts, trop de cotisations, et en plus trop d'État. Comme ça, on a fait le tour. Mais de l'autre prélèvement, on ne dit jamais rien. Celui que le capital, lui, opère sur la richesse produite. Les dividendes, les intérêts, les revenus financiers. Celui-là, personne ne l'appelle prélèvement. Personne. Il n'entre dans aucun ratio. Et pourtant, ouvrez les comptes nationaux de l'INSEE, les sociétés non financières de ce pays, le nôtre, ont versé 500 milliards à leurs créanciers et à leurs actionnaires. Pas mal, hein? Le prélèvement qu'on dit obligatoire finance l'hôpital, l'école, l'allocation aux adultes handicapés. Il est voté et il est redistribué. Celui que l'on tient pour sacré, soustrait à tout débat et à tout vote, est en vérité le seul qui soit vraiment facultatif, c'est celui du capital. En sanctuarisant le prélèvement discrétionnaire, votre politique a mis en accusation le prélèvement solidaire. La vraie question n'est donc pas « payons-nous trop d'impôts », elle est « combien nous coûte le capital ?» Et ce coût-là pèse infiniment plus lourd sur l'emploi et sur l'investissement que le prétendu coût du travail dont on nous rebat les oreilles. Voilà donc la méthode, le bilan, et nous rejetons les deux. Le groupe communiste et Kanati votera contre l'approbation de ces comptes. Et cette question de la méthode reste posée à l'aune de l'élection présidentielle de l'exercice budgétaire 2027. Je m'excuse de vous dire ça, monsieur le ministre, mais j'ai vraiment le sentiment que vous ne m'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu au groupe communiste lors des questions d'actualité de la semaine dernière. Vous avez répondu, mais pas répondu. C'est comme le quitus sans quitus, vous voyez. Allez-vous laisser, et donc j'en profite, vous êtes là, on est dans ce débat, est-ce que vous allez laisser le Parlement décider du budget de la France pour 2027 ? Est-ce que pouvez-vous nous dire, là, maintenant,
On arrive à fin juin. Est-ce que vous allez procéder à de nouveaux coups de force? 49.3, ordonnance, seconde délibération. Il va bien falloir à un moment prendre une décision. Si vous pouvez nous la mettre en partage, ça sera bien pour tout le monde ici. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Grégory Blanc pour le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, nous n'allons pas refaire aujourd'hui le débat que nous avons déjà eu à l'examen du rapport annuel d'avancement dans le cadre de la trajectoire budgétaire pluriannuelle. Ce qui est certain, c'est que la situation demeure grave, cela a été dit avant moi, et inquiétante. Et face à cela, nous avons eu une séquence 2025 où les pilotes Barnier, puis Bayrou, ont navigué à vue tout au long de la séquence. Pire, le gouvernement Lecornu s'inscrit pleinement, finalement, dans les pas de ses deux prédécesseurs. Force est de constater que l'exécution budgétaire révèle surtout que l'année 2025 a été celle d'un budget non maîtrisé, malgré les nombreuses corrections apportées en cours d'année, corrections sur lesquelles le Parlement n'a pas eu son mot à dire. Non maîtrisé au niveau des recettes, non maîtrisé également donc au niveau des dépenses, elles aussi avec des crédits loin de ceux initialement votés. Premier constat donc, les recettes. Nous avons voté des mesures fiscales dont le rendement n'a pas été celui qui était annoncé. Certaines recettes se sont révélées décevantes, d'autres sont venues opportunément combler les écarts. Ce qui est certain, on ne construit pas une trajectoire budgétaire dans la durée sur des recettes soi-disant exceptionnelles. Or, les acteurs économiques ont besoin de lisibilité. Et c'est parce qu'on sait qu'ils ont besoin de lisibilité qu'il faut leur dire aussi la vérité. Oui, nous n'atteindrons pas les objectifs sans mise à contribution des plus riches, partout, toujours, présentés comme exceptionnels. Ça fait 2 ans qu'on nous explique, pour les entreprises, pour les particuliers, qu'il va y avoir des impôts exceptionnels. Et ça pose des problèmes. Je disais, la surtaxe Barnier d'impôt sur les sociétés. On le voit bien, et c'est heureux, son rendement sur 2025 est un peu plus faible qu'escompté, à 7,5 milliards d'euros au lieu de 8, mais il est là. Et heureusement qu'il est là. Si son rendement attendu est nécessaire, nous maintenons, pour ce qui nous concerne, que taxer les entreprises qui font le choix de produire en France plutôt que celles qui délocalisent, c'est tout de même pas forcément la meilleure façon de dire aux acteurs économiques « investissez dans le pays, faites le choix de la France ». Pour nous, oui, EDF vaut mieux que Total de ce point de vue, et continuer d'asseoir cet impôt sur la production et la vente réalisée en France ne nous paraît pas être le système le plus efficient. Oui, il va falloir maintenir la surtaxe d'impôt sur les sociétés. Mais il faut peut-être qu'on en revoie les modalités. En revanche, s'il y a la nécessité de maintenir la surtaxe au niveau des entreprises les plus riches du pays, il y a tout de même un problème, effectivement, sur le rendement ridicule de la cotisation différentielle sur les hauts patrimoines. Il révèle en définitive l'absence de volonté de s'attaquer à l'injustice fiscale. Il démontre que les majorités du socle commun préfèrent taxer les classes moyennes et épargner les plus hauts revenus, au moment même où la Commission des finances du Sénat révèle que 13 000 foyers millionnaires ont un impôt négatif ou à zéro. Bref, en 2025, rien. En 2026, toujours rien. Monsieur le ministre, pour 2027, que proposez-vous pour rééquilibrer effectivement les contributions des uns et des autres? Mais le plus préoccupant est ailleurs. Je le disais, au niveau des dépenses. Chaque année, nous débattons longuement des crédits budgétaires dans le détail. Mais pourquoi faire? Parce que finalement, à l'atterrissage, on s'aperçoit dans l'exécution budgétaire que ce que nous votons est finalement complètement altéré. De ce point de vue, il est tout de même frappant qu'en matière d'exécution, le premier budget exécuté non pas au sens budgétaire du terme, mais au sens peut-être Far West du terme, le premier budget qui passe sur le bio, c'est le budget de la transition écologique, année après année. On vote des crédits et à l'atterrissage, c'est celui qui est le plus fortement
diminuer. Bref, quand il n'y a ni carte ni plan, le bateau part à la dérive. Vous avez beau tendre quelques voiles pour montrer qu'il continue d'avancer, il n'en demeure pas moins que la destination demeure approximative. Il est hasardeux, nous semble-t-il, de partir à l'inconnu. C'est pourtant ce qui a continué de se passer sur l'exercice 2025 du fait des décisions Barnier-Bayrou et de la coalition du socle commun. Pour notre part, nous rejetterons cette gestion. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christian Billac pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le déficit de l'État est réduit de 31 milliards. Sur cet exercice 2025, il convient de souligner cet effort de redressement des comptes publics. Mais, car il y a un mais, les comptes publics ne sont que le volet comptable de l'action publique et à l'exception de la défense, que dire des autres missions régaliennes de l'État? La sécurité intérieure, l'éducation nationale, la santé, le logement. Je n'ose même pas parler des dysfonctionnements de la justice sous les feux de l'actualité récente. Je partage avec le rapporteur général le sentiment que ce n'est pas en créant de nouvelles fiscalités que l'on redressera les comptes publics. On ne rajoute pas, je l'ai déjà dit, du vin dans une barrique qui fuit. On commence d'abord par colmater et par supprimer les fuites. Toutefois, en matière de fiscalité, nous devons toujours avoir pour objectif d'aller vers davantage de justice fiscale pour accompagner la justice sociale. Afin de réussir à la fois le redressement des finances publiques et la mise à niveau des missions régaliennes, on ne peut pas continuer à décider avec, dans une main, un tableau Excel et dans l'autre, le fameux rabot bercinien. En 1982, ça fait un moment, sous l'impulsion de Gaston Defferre, de grandes lois de décentralisation avaient été votées. Mais 42 ans plus tard, on est toujours au milieu du gué, avec un enchevêtrement de compétences et une suradministration flagrante qui paralyse tous les acteurs de notre pays, les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, les agriculteurs et bien sûr les maires et les conseils municipaux. Je prendrai un exemple, le tourisme. Le ministre, l'opérateur Atout France, le comité régional du tourisme, le comité départemental du tourisme, le pôle tourisme du pays et du parc, ou du parc, ça dépend des territoires, et il ne faut pas oublier non plus le PCI, l'intercommunalité, qui a aussi son service tourisme. À chaque niveau, une administration, des locaux, du personnel, des véhicules, et avec ça, on multiplie les interlocuteurs, les frais de structure et les études de préfiguration. Selon certains chiffrages, cette suradministration nous coûterait 150 milliards par an. 150 milliards par an. À quoi il faut ajouter un surcoût de 60 milliards pour la surtransposition des normes applicables en France par rapport à nos voisins européens et en particulier par rapport à l'Allemagne. Ça fait un total de 200 milliards. 200 milliards de dépenses qui, non content d'être inutiles, sont néfastes. Je fais faire un petit retour en arrière. En 1986, il y a donc 40 ans, j'étais maire. Et pour gérer ma commune, j'avais 4 interlocuteurs. Le sous-préfet, le conseiller général, l'ingénieur subvisionnaire de l'équipement, un homme de terrain, pour tout ce qui était urbanisme et voirie. Et enfin, le chef de district EDF, qui réglait tout ce qui était un problème électrique, du compteur du particulier jusqu'à la ligne de haute tension. 40 ans plus tard, ce qui se réglait en quelques heures grâce à 2 ou 3 interlocuteurs demande aujourd'hui à minima 6 mois à 1 an de travail avec une quinzaine d'interlocuteurs,
sans oublier les frais engendrés par les études préalables. Alors, mes chers collègues, en septembre auront lieu les élections sénatoriales et vous allez, comme moi, rencontrer les grands électeurs. Et je crois que quel que soit le groupe dans lequel vous siégez, tous vous diront la même chose, ce qu'ils pensent de cette suradministration, de cet excès normatif, de ce mal français qui paralyse tout le pays. Alors, malgré que je salue le redressement des comptes, je ne peux pas approuver les résultats de la gestion, même si dans le contexte politique actuel, je ne m'y opposerai pas. C'est donc l'abstention qui prévaudra pour le groupe RDSE. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues, nous sommes appelés aujourd'hui à nous prononcer sur les comptes de l'exercice 2025. Ce texte vise avant tout à constater une exécution budgétaire, à comparer les prévisions à la réalité et à exercer notre mission de contrôle des finances publiques. Les résultats de 2025 sont meilleurs que ceux anticipés lors de l'adoption de la loi de finances. Le déficit public s'établit à 5,1% du PIB, soit une amélioration de 0,7 points par rapport à 2024 et de 0,3 points par rapport à la prévision initiale. Le déficit budgétaire de l'État atteint 124,2 milliards d'euros, soit 14,8 milliards de moins que prévu. La cible de dépenses a été respectée et plusieurs indicateurs témoignent d'une exécution plus favorable qu'attendue. Ces résultats méritent d'être reconnus, même si leur portée est relative. Malgré un contexte international dégradé, notre économie a continué de croître de 0,9%, prouvant sa résilience. L'inflation est revenue en 2025 donc sous les 1%, permettant alors à la Banque centrale européenne d'engager un cycle de baisse des taux qui a contribué à améliorer les conditions de financement de notre économie. Autant de constats plutôt favorables qui nous laissent presque rêveurs aujourd'hui quand on pense à l'exécution 2026 et à la dégradation de la conjoncture que nous connaissons. Lorsque l'on examine les ressorts de cette amélioration pour 2025, le constat est plus nuancé encore. La bonne nouvelle relative des 5,1% de déficit repose avant tout sur une hausse des prélèvements obligatoires à hauteur de 23 milliards d'euros. Derrière ces recettes supplémentaires, il y a des entreprises qui investissent et embauchent malgré une pression fiscale déjà élevée et qui sont pénalisées. Il y a aussi des ménages qui supportent une part croissante du financement de la dépense publique. Dans le même temps, les dépenses publiques continuent de progresser plus vite que la richesse nationale. Tant que l'amélioration de nos comptes reposera davantage sur l'augmentation des recettes que sur la maîtrise durable de la dépense, nous continuerons à repousser les réformes dont notre pays a besoin. Cette situation nous oblige à ouvrir un débat que nous différons depuis trop longtemps. Notre modèle social est un acquis précieux, mais sa préservation passe nécessairement par une réflexion sur son efficacité, son organisation et sa soutenabilité financière. Refuser ce débat, c'est prendre le risque d'affaiblir demain ce que nous voulons protéger aujourd'hui. Je souhaite également évoquer les gels de crédits et les annulations de dépenses décidées en cours d'année. Ces outils répondent à des impératifs de gestion que nous comprenons. Mais ils ne remplacent pas les réformes structurelles. Ils entretiennent l'incertitude pour les collectivités, les opérateurs publics et les acteurs économiques qui ont besoin, bien souvent, de visibilité. Le véritable enjeu n'est pas de dépenser moins à tout prix, mais de savoir où l'on dépense et de faire des choix véritables. Lorsqu'un opérateur stratégique comme Météo France voit ses moyens sous tension, c'est notre capacité à anticiper les risques climatiques et météorologiques et à protéger les Français qui est en jeu. Idem s'agissant des crédits du CEREMA, qui est notamment le spécialiste de l'adaptation au changement climatique. Et je veux encore citer, j'étais à Toulouse la semaine dernière pour la mise en service d'une nouvelle ligne d'assemblage de la famille A320, les inquiétudes du monde aéronautique sur le financement de la recherche, dans laquelle l'État a une place importante au travers de ce qu'on appelle le CORAC. Les promesses là-dessus ne sont pas tenues. Et nous avons un problème, c'est que la Chine, les États-Unis, eux, continuent d'investir dans ces domaines-là. Donc l'argent public, bien sûr, on le sait, n'est ni gratuit ni illimité, il est rare et coûteux.
Il faut donc assumer des choix, et nous devons le faire à un moment difficile où d'autres continents investissent beaucoup dans ce qui fera l'avenir et la croissance de demain. Nous devons distinguer les dépenses qui préparent l'avenir de celles qui entretiennent nos déséquilibres. Une dette qui finance l'éducation, la recherche, l'énergie ou les infrastructures peut renforcer notre potentiel de croissance. Une dette qui finance principalement des dépenses de fonctionnement réduit progressivement nos marges de manœuvre. Le Haut Conseil des finances publiques nous rappelle d'ailleurs que malgré l'amélioration du déficit, la dette continue d'augmenter. Elle atteint désormais 115,6% du PIB, soit près de 2 737 milliards d'euros. La France est aujourd'hui le troisième pays le plus endetté de la zone euro. Plus préoccupant encore, notre déficit demeure très éloigné du niveau nécessaire pour stabiliser cette dette. Le financement de l'État s'est encore dégradé le bilan de l'État s'est encore dégradé de plus de 116 milliards d'euros en un an. La Cour des comptes, le Haut Conseil des finances publiques et la Commission européenne convergent sur un même constat. Notre trajectoire budgétaire reste fragile, vous l'avez d'ailleurs rappelé, Monsieur le Ministre, tout à l'heure. Les conséquences de cette situation sont bien réelles. Hausse du coût de la dette, perte de compétitivité, réduction des marges de manœuvre budgétaires et dépendance accrue vis-à-vis de nos créanciers. La question est simple. Voulons-nous continuer à combler nos déficits par toujours plus d'impôts ou engager enfin les réformes qui permettront de maîtriser durablement la dépense publique? Évidemment, la situation politique n'est pas la plus simple pour traiter ces questions-là et nous souhaitons que la campagne présidentielle le permette et que nous trouvions avec le gouvernement et peut-être avec l'Assemblée les voies pour être enfin un peu raisonnable dans la préparation du prochain PLF. Pour ma part, je crois qu'un redressement de nos finances publiques ne pourra pas reposer uniquement sur des hausses de recettes. Il devra s'appuyer sur davantage de compétitivité, davantage d'investissement, davantage de création de richesses et davantage de travail. Les entreprises ont besoin de visibilité, les ménages ont besoin de stabilité, les collectivités ont besoin de prévisibilité, les recettes publiques seront d'autant plus solides que notre économie sera compétitive et créatrice de richesses. Mes chers collègues, les comptes de 2025 ne seront pas parfaits, mais les objectifs ont globalement été atteints et le déficit s'est révélé inférieur aux prévisions. Le groupe Union centriste approuvera donc ces comptes. Les résultats de 2025 constituent un signal encourageant. Ils ne sauraient être considérés comme l'aboutissement du redressement de nos finances publiques. Pour terminer, je voudrais dire bien sûr nos inquiétudes et notre mobilisation sur l'exécution de la loi de finances en 2026. Inquiétude sur la prévision de croissance. On a vu le recalage de la Banque de France, recalage un peu plus modéré de l'INSEE, et former effectivement le souhait qu'on soit à même demain, face au risque d'inflation, face au risque de la hausse des taux, de faire face et de tenir l'objectif de 5% dans cette année 2026, avec demain, évidemment, des questions. Comment financer l'IA, comment financer la transition écologique et comment financer la recette? C'est, je crois, ce qui doit nous guider. Et si ce bon résultat 2025 a été enregistré, il nous invite à être encore plus rigoureux pour demain. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Nous passons à l'examen des articles du projet de loi avec un article liminaire, un amendement 10 qu'il présente. Monsieur Barros. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Pour faire vivre la chaîne et partager votre avis, vous pouvez liker ou commenter la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités et infos politiques. À très bientôt sur IFP.